Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Le parcours initiatique du doctorant. Chapitre 1. Écrire, du mémoire de master à la thèse. Tout au long de sa thèse, le doctorant sera confronté à l'exercice de l'écriture. Face à son ordinateur, il expérimentera tous les sentiments, le plaisir de dire, la crainte d'écrire, la douleur de se relire. La question de l'écriture sera évoquée ici à travers la vision de deux enseignants-chercheurs qui se positionnent à des étapes distinctes du parcours de l'apprenti-chercheur. Le mémoire de master et la thèse. Dans leur texte, point de recette, ni de conseils a priori généralisables, mais deux enseignants-chercheurs qui invitent le doctorant à réfléchir sur sa position d'étudiant face à l'écriture. Marie-France Chamba-Houillon, maître de conférence à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, traite des premiers pas en écriture de l'étudiant. Dans son article, elle revisite 3 lieux communs que les étudiants associent à l'écriture. L'écriture n'est pas un moment ponctuel de la recherche, mais doit au contraire accompagner la réflexion tout au long de celle-ci. Elle n'est nullement une activité solitaire, mais constitue au contraire une pratique communicationnelle. La question du destinataire du mémoire se posant inévitablement à l'étudiant. Enfin, elle n'est pas non plus un lieu où doit s'exprimer la subjectivité du jeune chercheur. Quant à Frédéric Lambert, professeur à l'Institut français de presse Université Paris 2, il nous entraîne dans un parcours réflexif sur l'écriture en recherche où il convoque tour à tour Michel Foucault, Jürgen Habermas, Roland Barthes, Philippe Lejeune et Michel de Certeau. Un parcours où bonheur d'écrire, écriture de soi et impartialité négociée sont les maîtres mots. L'écriture du mémoire de master. Marie-France Chamba-Houillon. Il n'est pas rare de constater que dans l'esprit des futurs jeunes chercheurs que sont les étudiants de master, l'écriture du mémoire, communément nommée rédaction, correspond à la phase finale, phase ultime du travail de recherche. L'idée sous-jacente étant qu'après avoir retenu une thématique, ou un objet, puis après l'avoir transformé en problématique afin d'élaborer des hypothèses qui seront validées ou non par l'analyse d'un terrain ou d'un corpus, il suffirait de mettre sur papier les idées jaillissantes constitutives à ces différents moments de la réflexion. L'objectif de mon propos n'est pas de faire un inventaire normatif de ce que doit faire un étudiant en master pour écrire son mémoire, mais consiste plutôt à tenter de remettre en cause 3 lieux communs sur l'écriture pour l'aider dans cet exercice. Je vais donc insister premièrement sur le fait que l'écriture ne doit pas apparaître comme un moment ponctuel de la recherche, puis dans un deuxième temps, qu'elle n'est nullement une activité solitaire telle que le sens commun le prétend et troisièmement, encore moins un lieu où doit s'exprimer explicitement et de façon posée la subjectivité du jeune chercheur. 1. L'écriture n'est pas un moment de la recherche. La perspective de l'écriture évoquée plus haut ne peut conduire qu'à paralyser l'étudiant qui voit dans celle-ci l'étape finale du mémoire, et donc en quelque sorte l'achèvement de son labeur signant sa délivrance. Il pèse alors sur l'écriture la fonction de rendre matérielle, voire concrète, et l'on sait combien notre époque est friande de cette exigence de réel, des idées qui sont par définition d'une autre nature. L'écriture semble être la phase démiurgique par excellence puisque sans ces traces écrites couchées sur papier, point de mémoire et plus cyniquement, point de diplôme. On comprend alors mieux pourquoi la rédaction entraîne avec elle tant de découragement, tant d'abandon, ainsi surinvesti car mal investi puisque vécu malheureusement comme un simple moment de la recherche signalant l'aboutissement terminal de la pensée. Pour éviter ces échecs si près du but, revenons sur ce que doit représenter l'écriture face à la réflexion. Les philosophes nous ont mis en garde contre la naïveté de croire que l'écriture, en tant que manifestation langagière, vient après la pensée. Au contraire, elle doit non seulement accompagner la réflexion, mais surtout la former. Sinon, on revient à des conceptions qui réduisent le langage, dont l'écriture serait alors une pratique personnelle phénoménale, en un simple outil de transmission de pensées et propos élaborés en notre fort intérieur vers l'extérieur, vers l'espace public. Dans cette optique, les idées préexisteraient à toute formulation et se construiraient en dehors du langage. Or, penser ne peut s'affranchir du langage. Seule la langue, dont l'écriture est une pratique actualisée rencontrant ainsi en partie la définition de la parole saussurienne, a cette puissance de conceptualisation qui permet de donner naissance aux idées,
d'engendrer une pensée tout en rendant possible sa communication. L'écriture n'est pas un simple véhicule des idées privées et subjectives, mais participe à sa conception. C'est pourquoi écrire ne vient pas après la pensée, mais est intimement lié à celle-ci. Le langage et la pensée sont ainsi consubstantiels comme l'évoque la fameuse citation bien connue de tous attribuée à Hegel, « C'est bien dans les mots que nous pensons, les mots écrits comme les mots prononcés ». Cette promenade théorique sommaire dans le champ de la philosophie du langage et de la linguistique nous invite, dans la pratique du master, à réhabiliter cette dimension pragmatique de l'écriture. Écrire permet non seulement de formuler des questions, mais aussi de trouver des réponses. Ainsi pouvons-nous dire, un peu excessivement sans doute, qu'il est impossible de penser efficacement à son sujet de mémoire sans crayon à la main, ou sans être proche d'un clavier d'ordinateur. C'est pourquoi il ne faut pas réduire la rédaction à une simple étape finale, mais faire en sorte qu'en tant que pratique inventive et conceptualisante, elle accompagne tous les moments de réflexion du mémoire. Surtout, elle ne doit pas se cristalliser en un stade particulier de la recherche. En ce sens, je recommande vivement aux étudiants qui sont sous ma direction d'écrire très rapidement, dès les premières semaines de travail, leurs problématiques et les hypothèses afférentes et pas seulement de me les énoncer à voix haute lors de nos rencontres. La plupart de ceux qui ne s'essayent pas rapidement à cet effort d'écriture font de la rédaction un instant qu'ils repoussent sans cesse. L'écriture devient alors fortement anxiogène. Par ailleurs, un autre argument en faveur d'une dimension pragmatique de l'écriture dès les débuts de la recherche tient au fait qu'écrire n'est pas chose aisée. Plus on s'entraîne, plus des mécanismes rédactionnels se mettent rapidement en place. 2. Écrire est une pratique communicationnelle. Revenons sur la dimension pragmatique de l'écriture. Quand écrire ses pensées, pour parodier un titre célèbre, et donc faire en quelque sorte son mémoire. Cet aspect pragmatique de l'écriture, au sens des philosophes du langage ou des sémiologues, permet de comprendre que le travail d'un mémoire est aussi une activité de communication et que l'écriture, à ce titre, a un rôle à jouer. De façon générale, l'écriture ne doit pas seulement être le véhicule de l'expression personnelle des pensées de l'étudiant-chercheur. Elle doit aussi l'aider à circonscrire sa subjectivité en se préoccupant du destinataire de cette activité de communication. Pourquoi faire surgir la nécessité d'un destinataire dans une pratique qui apparaît de prime abord bien solitaire, celle de l'écriture académique et scientifique? La solitude de l'écriture du master est d'autant plus pesante que pour la première fois, dans le champ des études universitaires, l'étudiant doit, de façon quasi autonome, construire son objet de recherche, élaborer une problématique et tenter d'y répondre par un faisceau d'hypothèses. Cette autonomie de la pensée visée dans le master n'est pas un abandon de l'étudiant par les enseignants puisque, selon les composantes, des modalités de suivi sont mises en place. À l'UFR Communication de Paris 3, des séances collectives méthodologiques et d'échanges scientifiques cohabitent avec de nombreuses rencontres individuelles, et ce, sans compter les échanges Internet que de nombreux enseignants tissent avec les étudiants qu'ils dirigent. Précisément parce que l'écriture semble être un exercice bien personnel, il ne faut surtout pas que l'élaboration du mémoire prenne la forme d'un soliloque qui est le contraire d'un véritable processus de communication. Le mémoire n'est pas seulement un jeu d'écriture, il se doit d'être aussi un objet de lecture. L'appel au destinataire implique, comme l'observe Heinrich von Kleist dans l'élaboration progressive des pensées dans la parole, la construction graduelle de la pensée par le discours, 1805 à 06, que la pensée ne peut exister solitairement. Elle s'élabore toujours dans un cadre dialogique validant l'existence d'un interlocuteur dont le rôle est de relancer, appuyer et redéfinir sans cesse les propos qui lui sont adressés. Dès lors, l'étudiant est amené à opérer un réajustement interprétatif permanent, transformant le travail académique en un processus communicatif dont un des termes est précisément cet interlocuteur. C'est donc au contact avec autrui que la pensée s'organise. Quelle est donc cette figure de l'altérité, destinataire de la pensée de l'étudiant-chercheur? Il va de soi qu'elle ne doit pas être confondue avec un sujet empirique, correspondant peu ou prou au directeur de mémoire, ou tuteur selon les dénominations retenues par les UFR. Comme il y a autant d'interactions diverses, confidentes, maïeutiques, parfois même impressionnées, etc., que de personnalités différentes, s'engager sur ce terrain de la relation personnelle entre le directeur et l'étudiant n'apporterait rien.
Il faut saisir ce destinataire comme un être de discours, une instance de communication, qui n'est pas sans rappeler le fameux lecteur idéal qu'évoque Umberto Eco dans Lector in Fabula. Cependant, définir ainsi la figure du destinataire du mémoire n'est pas une condition suffisante pour que les difficultés de l'écriture s'évanouissent. L'étudiant ne doit pas se laisser piéger par ce concept de destinataire idéal. En effet, Eco émet la loi suivante que la compétence du destinataire n'est pas nécessairement celle de l'émetteur. Ici, ces compétences ne sont pas seulement grammaticales et syntaxiques, partant du principe qu'elles sont minimalement partagées entre l'étudiant et le lecteur universitaire. Il s'agit plutôt de compétences sémantiques, symboliques ou de contenu. Dans le cadre institutionnel d'un master, cette loi attribue alors au destinataire un avantage cognitif, à la fois quantitatif et qualitatif, sur l'émetteur, entraînant alors un effet pervers dans l'écriture, effet que l'étudiant doit neutraliser. Le danger est que, confiant dans la compétence scientifique de son destinataire, l'étudiant ne prenne plus la peine d'expliquer les concepts qu'il emploie. Définir un cadre théorique stabilisé est certes une opération délicate et complexe car, par définition, les notions ne cessent d'évoluer dans l'histoire et varient selon les auteurs. Or, précisément pour penser, il faut aussi rendre compte du caractère dynamique des outils avec lesquels on travaille pour éviter de brandir le concept comme un label scientifique, faisant écran à toute tentative d'explication ou de démonstration. Par exemple, quand on travaille sur la citation dans les médias, il est impossible d'employer cette pensée de Julia Kristeva. Tout texte se construit comme mosaïque de citations, sans l'expliquer, c'est-à-dire sans rappeler la théorie du texte afférente qui permet de comprendre pourquoi l'omniprésence de cette notion de citation a finalement peu de choses en commun avec les modèles du discours rapporté d'une part et la théorie de l'emprunt de l'autre. Ne pas contextualiser dans le cadre théorique idoine les notions a pour conséquence de les rabattre sur le sens commun, niant leur spécificité scientifique. Ainsi, l'emploi d'un concept avancé, prenant parfois la forme d'un néologisme ou plus vicieux prenant les traits d'un vocable issu du lexique commun, ne doit pas court-circuiter sa définition et l'explication de son rôle dans la démonstration du mémoire. Dans l'écriture, l'étudiant ne doit pas anticiper l'assurance des connaissances du destinataire, mais doit démontrer les siennes en diminuant au maximum la part du non-dit et des présupposés qui se jouent dans la coopération interprétative au moment de la lecture. Il le faut d'autant plus que, selon Eco, le texte a une certaine tendance à la paresse qui vit sur la plus-value de sens qui y est introduite par le destinataire. Or, si cette plus-value signifiante est agréable, voire recherchée dans la lecture romanesque ou artistique, elle doit être la plus ténue possible, pour ne pas dire tendre à l'inexistant, la plus maîtrisée qui soit par l'étudiant dans le cas du mémoire. En aucun cas, il ne revient au lecteur de pallier les éventuelles vacances argumentatives ou sémantiques du mémoire. Cela a donc forcément des répercussions sur le style de l'écriture. Elle ne doit être ni péremptoire, ni affirmative, mais souligner davantage la démonstration et la qualité argumentative des propos. Autrement dit, l'écriture doit permettre d'apprécier la construction de la pensée. Ainsi, de façon générale, dans un premier temps, du point de vue de l'écriture, l'évaluation des mémoires privilégie davantage les compétences argumentatives et analytiques employées, et dans un second temps l'exposition des résultats trouvés quelle que soit la discipline d'ancrage principale retenue, histoire, sociologie, sémiologie, etc. Pour le dire autrement, le contenu des résultats arrive au second plan, mais cela ne veut surtout pas dire qu'ils sont négligeables, et le destinataire sera plus sensible à la façon dont l'étudiant parvient à ces résultats au moyen du jeu de l'argumentation, de la démonstration et de l'analyse. Sur cet écart des priorités se greffe la différence d'exigence attendue entre le mémoire de master et la thèse de doctorat. Dès lors, l'écriture du mémoire se doit de rendre compte du parcours de réflexion de l'étudiant, en évitant toutefois de créer une homologie entre les étapes effectives de la recherche et le plan du mémoire. La première partie rédigée du mémoire ne correspond pas forcément, et ne doit surtout pas correspondre, au premier moment de réflexion. Comme le mémoire de master n'est pas une thèse, afin de satisfaire ces exigences, ma préférence va donc vers une écriture ayant une fonction didactique assumée plutôt qu'esthétique, certainement plus concise, moins métaphorique et donc inévitablement parfois plus lourde. Mais l'étudiant aura alors saisi que bien que le mémoire soit une pratique communicationnelle, même en SIC,
une écriture médiatique n'est pas recommandée. Pas de confusion des genres, ni des situations de communication. Écrire un mémoire n'est pas semblable à une pratique journalistique. Il ne faut donc pas se tromper de tonalité, d'éthos ni même d'air social, pour reprendre en lui tordant un peu, beaucoup, le concept de Roland Barthes. 3. Écriture et subjectivité. Pour continuer sur la tonalité de l'écriture, je terminerai par répondre à une question qui m'a été maintes fois posée. Faut-il dire je? Ou plus exactement, peut-on dire je? Il serait angélique de penser que cette question porte exclusivement sur la présence effective du pronom personnel de la première personne du singulier dans le mémoire. Je l'élargirai donc à la part admise de la subjectivité par l'étudiant dans une réflexion se voulant scientifique. La théorie polyphonique de l'énonciation, notamment celle de Auducrot, permet de comprendre que cette dimension subjective de l'écriture peut apparaître doublement, plus exactement en deux lieux distincts du discours. D'une part, de façon traditionnelle et classique, la subjectivité d'un texte construit et signale la présence d'un locuteur en tant que celui qui écrit et qui a donc l'occasion d'employer le je. Il s'agit d'une subjectivité posée ponctuellement, explicite et directe. D'autre part, la subjectivité peut être se révéler sans l'aide du pronom. Elle est alors plus diffuse et opère en construisant un énonciateur assumant un point de vue. Théoriquement, l'énonciateur n'a pas forcément les traits du locuteur. Le locuteur est responsable des écrits en tant qu'ils sont produits sur papier. Se joue alors le fait que la valeur subjective des propos tenus doit apparaître crédible, c'est-à-dire authentique, sincère et réelle. Sinon, le mémoire relève d'un plagiat, condamnable moralement et juridiquement, puisqu'on fait passer pour siennes les idées d'autrui. Si ces conditions ne sont pas remplies, on assiste à un vol d'idées, à un détournement de la garantie d'être en présence du locuteur original, des énoncés lus. Plus difficile pour l'étudiant débutant dans la recherche, mais ô combien plus pertinent, est le moment où le locuteur suggère la présence d'un énonciateur en tant qu'instance discursive abstraite. À la différence du locuteur cautionnant le matériel linguistique et les inscriptions sur le papier, l'énonciateur est responsable du ou des points de vue articulés tout au long de la réflexion du mémoire. L'énonciateur se distingue du locuteur par l'attitude énonciative qui consiste à prendre position par rapport à un contenu en s'exprimant, à travers l'énonciation sans que pour autant on lui attribue des mots précis. Ce ou ces points de vue assumés apparaissent comme une forme de subjectivité fondue et irradiante à travers l'ensemble du texte que l'étudiant doit apprendre à maîtriser. Autant que la responsabilité locutoire, l'énonciation est une estrade subjective que doit occuper l'étudiant. Mais cette manière pour l'étudiant de prendre place en tant qu'instance énonciative par et dans l'écriture n'est pas facile à mettre en œuvre, en particulier dans l'exercice imposé de l'état de la question. Ce passage obligé du mémoire qui consiste à faire une synthèse de tout ce qui a déjà été dit sur un même sujet, aboutit trop souvent à une liste de propos générant un effet catalogue à la lecture. Cet état de la question n'est alors pas habité par la voix de l'étudiant. Or précisément cette étape indispensable du mémoire a pour objectif de permettre au jeune chercheur de baliser son champ de souveraineté théorique, en adoptant le point de vue de quelques auteurs, en insistant sur certaines proximités ou bien au contraire en se démarquant d'autres penseurs. Ce travail de commentaire et de critique des propos d'autrui offre un lieu dans lequel l'énonciateur peut s'affirmer. Un mémoire qui présente un ou des points de vue élabore une réflexion individuelle dont le caractère particulier ne s'exprime pas forcément dans la création de concepts originaux, mais dans l'organisation et l'articulation de ceux-ci. Dans un mémoire, l'idéal est que l'énonciateur épouse le locuteur. Autrement dit que l'étudiant donne son point de vue sur le sujet retenu. Ce qui ne veut pas dire que la construction d'un point de vue ne puisse s'élaborer sans l'aide d'autres auteurs et d'autres voix, celle-ci intervenant dans la majorité des cas via le protocole de la citation. Bien au contraire, en citant, s'il respecte les conventions de l'emprunt, l'énonciateur ne se cache pas derrière les idées d'un autre penseur, mais montre qu'il adopte ou non un point de vue similaire. C'est pourquoi, les citations doivent toujours faire l'objet d'un commentaire dans l'écriture et ne doivent jamais arriver sans escorte critique afin que l'énonciateur puisse montrer quelle place réflexive il s'autorise à prendre à côté des auteurs et penseurs qu'il convoque. Sinon, la citation devient soit un argument d'autorité,
soit une coquetterie intellectuelle décorative qui, dans les deux cas, dessert le projet scientifique du mémoire. Conclusion. Qu'est-ce qu'un bon mémoire de master en psych ? Il est difficile de répondre à cette question de façon exhaustive. J'ai donc préféré mettre en lumière 3 perspectives. C'est un mémoire qui se nourrit dans son élaboration de la dimension pragmatique de l'écriture et qui fait de ce travail une activité communicationnelle valorisant sur le plan de l'écriture davantage l'acte d'énonciation que le seul contenu propositionnel des énoncés inscrits. L'écriture en recherche. Frédéric Lambert. Pas un mot donc de méthodologie, ni une phrase sur les problématiques, ni même l'évocation de la circonférence des corpus. Pas un mot sur les plans et la régularité avec laquelle ils évoluent. C'est en profondeur que j'aimerais traiter de l'écriture, cette profondeur d'où surgissent brutalement nos fragilités et nos plaisirs, ce lieu aussi où se dessinent nos rapports à l'autre et la liberté que nous lui prêtons, écho de notre propre liberté. Avant d'aborder en 5 points l'écriture en recherche qui conditionne l'écriture de la recherche, peut-être faut-il évoquer ce que le chercheur souhaite trouver sinon entrevoir. Pour ma part, la perspective d'une thèse en sciences de l'information et de la communication doit toujours être celle d'une réflexion politique. Nous ne pouvons travailler hors des représentations des rapports sociaux et des systèmes politiques de la société qui est la nôtre. Nos sciences de l'information et de la communication sont des sciences de l'homme et de la société, elles sont des humanités prises dans le social, elles se tissent et se disent dans le politique. Et puis nos objets sont vivants, les langues médiatiques sont des langues vivantes. Images, textes, pictogrammes s'enrichissent mutuellement dans un concert de voix multiples. Les mots que nous devons choisir s'en ressentent. Ils rencontrent les mots de l'urgence médiatique, les énoncés de la simultanéité et de l'immédiateté, de l'information et de la communication, les mots des faits et de leur fiction. Prise par le bruit des langues médiatiques, le cœur de nos sciences se met à battre un peu trop fort. Nos objets vivants font que nos sciences sont vivantes. Leurs langues alors prennent racine dans le social et les quotidiens des formes symboliques que nous partageons. Sciences vivantes, les sciences de l'information et de la communication ne peuvent être dogmatiques. Les sciences de l'information et de la communication autorisent des parcours pluriels. Les objets là encore nous obligent à nous déplacer. Le droit, l'économie, l'histoire, la sociologie et la sémiologie, l'anthropologie et les sciences politiques, la philosophie et la littérature, oui, on peut envisager les textes médiatiques comme des écritures littéraires, ne s'opposent pas. Sémiologue, je ne saurais ignorer leurs propositions. Les langages à l'ouvrage sont au centre de mes problématiques, et je ne peux les penser sans comprendre les contextes de leur production, ni les contextes de leur réception. Drôle de paysage. C'est pourtant bien dans ces territoires multiples et changeants que nos écritures doivent se concevoir. Pour penser l'écriture de la thèse, je propose le cheminement suivant. 1. À partir d'une réflexion de Jürgen Habermas sur la question de l'herméneutique, j'aimerais évoquer combien en sciences sociales et humaines l'auteur de la thèse n'est jamais objectif et combien il doit jouer de sa position paradoxale dans le cadre d'une impartialité négociée. 2. En reprenant les travaux de Michel Foucault, j'aimerais évoquer l'ordre du discours de la thèse et la part de liberté que cet exercice prête à son exécutant. 3. En évoquant les travaux de Roland Barthes et la distinction qu'il fait entre écrivain et écrivant, j'aimerais placer le sujet écrivain au cœur de la réalisation de la phrase et de son équilibre. 4. En plaçant le sujet écrivain et le contexte de son autorité dans la perspective de l'écriture, j'aimerais dire combien toute recherche est un autoportrait et une autobiographie, un temps passé avec soi-même, une auto-analyse où les relations de pouvoir et d'enfance ressurgissent avec plus ou moins de brutalité. Je ferai référence aux travaux de Philippe Lejeune. 5. Mon 5e point sera alors un dernier détour vers le lecteur. Comment nous lui donnons figure, quel imaginaire nous en avons, comment nous lui parlons, quelles relations nous entretenons avec lui ? Écrire pour l'autre est un apprentissage quotidien. Que veut-on prouver ? À quel père symbolique nous adressons-nous ? À quel complice faisons-nous part de nos recherches et de nos doutes ? Et comment notre suffisance, cette place du savoir supposé face à l'autre ignorant pointe-t-elle déjà ? Avec Michel de Certeau, nous appellerons le lecteur et sa liberté de braconner dans nos textes. Ainsi naissent les relativités de nos écritures. 1. L'impartialité négociée.
Entrer en recherche implique deux facultés: l'interprétation du monde que j'observe et l'interprétation des textes de la littérature scientifique qui parlent de ce monde. La recherche est une observation. Elle se poursuit par une interprétation. Elle tend vers la compréhension partagée de questions concernant notre présence au monde. Or voici ce qu'écrit Jürgen Habermas dans Morale et communication à ce propos. En fait, l'interprète, du fait de son engagement inévitable dans le processus de compréhension, dispose par là même des moyens de maintenir de l'intérieur une position d'impartialité négociée. Maintenir de l'intérieur une position d'impartialité négociée? J'entends là un lieu qui résonne de subjectivités avouées. Le chercheur n'est jamais un être dont l'écriture serait neutre. Il y a toujours, nous le savons, de la subjectivité dans le langage. Et il me faut maintenir dans cet intérieur de l'écriture, dans le secret de cette alcôve d'où j'observe et interprète le monde, ma part de jeu. On pourrait entendre aussi ma part de jeu. Cette part de subjectivité n'est pas l'abandon de l'entreprise scientifique. Elle est son ouverture. Elle est l'aveu lucide qu'il faut négocier notre impartialité et faire l'aveu de nos histoires, de nos récits, ceux qui nous font voir le monde et l'écrire autrement qu'un autre. Ce conflit contenu dans l'écriture de la recherche, entre le jeu partial et le fantasme de vérité scientifique impartiale, peut produire, si elle n'est pas avouée, une écriture schizophrène. Autant dire le conflit pour l'apaiser plutôt que le taire et l'ignorer. L'observation des objets analysés déjà porte ces marques de partialité. L'interprétation par définition est partiale. Le chercheur témoigne de sa vitalité en matière de négociation. Celle-ci se dit dans l'écriture. Elle est son fondement. Nous voilà alors au cœur de l'herméneutique, car tout chercheur doit réinventer chaque jour sa position de traducteur. Jürgen Habermas décrit le travail de l'herméneutique comme suit. L'herméneutique a à prendre en charge simultanément la relation triple qui réside dans les énoncés A, comme expression de l'intention d'un locuteur, B, comme expression en vue de l'établissement d'une relation interpersonnelle entre le locuteur et l'auditeur, C, comme expression à propos de quelque chose existant dans le monde. En outre, l'effort pour expliquer la signification d'une expression nous place devant une quatrième relation, intralangagière ou linguistique, qui réside entre une expression donnée et la foule de toutes les expressions possibles qui pourraient être faites dans la même langue. Je me permets de traduire pour les non-linguistes. Tout chercheur, selon l'hypothèse posée plus haut, est inévitablement placé dans le paradigme de l'herméneutique, observation, interprétation, compréhension. Il doit donc prendre conscience de la griffe qu'il laisse dans son texte et qui marque ses intentions. Il doit exprimer la place qu'il occupe face à l'observation du monde. Il doit penser les relations qu'il tisse entre sa présence dans le texte et la présence du futur lecteur. Il s'engage à donner les termes de la promesse qu'il fait au lecteur, prise dans le double horizon de la méthode universitaire et du constat de partialité. Enfin, il doit faire l'aveu des choix qu'il fait parmi les mots et parmi les textes qu'il cite. Je sais, on ne peut écrire, penser à ce que l'on écrit et dire comment on l'écrit en même temps. On ne peut convoquer simultanément le travail de l'observation, le travail de l'interprétation et le travail de la traduction. Pourtant, le moment de l'écriture improvise simultanément dans ces trois champs. Dans l'écriture surgissent nos pensées, se manifestent nos méthodes, nos adresses au lecteur, et comme un là dans l'écriture se dit qui nous sommes. Dans la négociation entre notre partialité et notre impartialité, nous donnons au lecteur sa liberté et acceptons par avance sa liberté de jugement. Le texte scientifique, pris dans l'énoncé de la rhétorique de l'objectivité, proposerait-il un monde d'où une seule vérité pourrait surgir, définitive? Non. Le texte scientifique, pris dans l'énonciation du processus de la recherche et de l'écriture qui l'accompagne, propose l'ouverture d'un débat. L'herméneutique, écrit Jürgen Habermas, observe pour ainsi dire le langage au travail, c'est-à-dire tel qu'il est utilisé par les participants pour accéder à la compréhension commune d'une chose, ou pour atteindre une même manière de voir. Cette même manière de voir se réfère aux trois fonctions du langage: la reproduction culturelle, l'intégration sociale, la socialisation. Résumons. Tout chercheur est placé par définition dans une position d'où il ne peut faire abstraction de l'herméneutique. Il sait que l'observation des objets qu'il analyse ne peut être impartiale. Il sait que dans l'écriture, son impartialité supposée doit se négocier. Il s'expose et dit la place qu'il occupe dans sa langue.
Mais il sait que sa langue est celle d'une communauté, et qu'il s'y installe pour être reconnu. Il sait qu'il reproduit avec ses pairs les limites et les desseins qu'ils se doivent de partager à un moment de leurs histoires communes. Oui, je veux bien le concéder. Tout cela alourdit copieusement le stylo. Mais la main certainement s'en trouvera plus habile. 2. L'ordre du discours, la liberté contrainte. En nous installant physiquement et intellectuellement dans la rédaction de la thèse, nous sommes pris dans des procédures de contrôle et de détermination du discours. Nous sommes surveillés, et nous serons punis, pensons-nous, si nous ne respectons pas l'ordre du discours de la thèse. Du résumé de 300 mots à la mise en place de la table des matières, nous sommes pris dans des traditions académiques. Ce que doit dire l'introduction, la cohérence des enchaînements selon une théâtralité de la causalité que doit montrer le plan, les perspectives que doit dessiner la conclusion, autant de normes données par l'institution universitaire. Or, l'écriture est un acte de liberté. Si cette liberté est surveillée, contrainte, un étrange sentiment naît en nous: qui suis-je? Comment je me défais du père? Comment je me vends à l'institution? Mais aussi, à quelle communauté de chercheurs j'appartiens? Comment me conformer aux injonctions de l'écriture universitaire de mon sérail? Quel signe donner de mon allégeance? La discipline, écrit Michel Foucault dans l'ordre du discours, est un principe de contrôle de la production du discours. Elle lui fixe des limites par le jeu d'une identité, qui a la forme d'une réactualisation permanente des règles. On a l'habitude de voir dans la fécondité d'un auteur, dans la multiplicité des commentaires, dans le développement d'une discipline comme autant de ressources infinies pour la création des discours peut-être, mais ce ne sont pas moins des principes de contrainte, et il est probable qu'on ne peut pas rendre compte de leur rôle positif et multiplicateur si on ne prend pas en considération leur fonction restrictive et contraignante. Aussi le chercheur devrait-il penser à ce qu'il ne peut pas dire, aux formes et aux règles qu'il doit respecter, à la liberté contrainte dans laquelle il s'installe. Toute écriture devrait évoquer les mailles dans lesquelles elle est prise, ou le tissu de normes dans lequel elle puise sa légitimité. Mais cet aveu suffit-il? J'aimerais que chaque texte puisse dire, à un moment de son élaboration, ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ne peut dire, ce qu'il ne sait pas. Nous sommes dans l'écriture de la recherche pris dans la généalogie de notre famille scientifique. Dans le texte que j'écris ici, j'ai choisi volontairement des valeurs sûres: Jürgen Habermas, Michel Foucault, Roland Barthes, Philippe Lejeune, Michel de Certeau. J'avoue, de vieux airs de famille. Des codes d'entrée en légitimité. Mais ce qu'ils disent me va bien. Je m'identifie à travers eux. N'y suis-je pas à l'étroit? Oui. Mais ce n'est pas une étroitesse de vue, ce sont des repères. À moi d'ouvrir d'autres perspectives et d'aller chercher des insoumis. Lorsqu'il met au jour les sources d'un tableau, l'iconologue en réalité n'a fait qu'une partie du chemin. Il faut aussi mettre au jour les contre-sources, écrit Georges Didier Huberman. De même pour le chercheur, il devrait toujours aller chercher ces contre-sources comme une discipline de l'esprit. Les textes d'une nouvelle généalogie, pris ailleurs. Et pourquoi pas jusqu'à la fiction? À mesure qu'ils progressent, leur lampe de pierre à la main, à la lumière tremblotante des mèches de genévrier consumant en petites flammes orangées de la graisse animale, explorant les veines et les artères du grand corps de la terre, ils voient s'animer des ombres sur la paroi. Ils ne rêvent pas tout de même. Ça s'agite là derrière. Bientôt ils en sont convaincus. Un peuple est là, en attente, en gestation. Dans ce renflement de pierre, comme le pied d'un bébé formant une bosse sur le ventre d'une femme, ils reconnaissent le sabot d'un bison, dans cette découpe du rocher l'encolure d'un cheval, dans ce point de silex planté dans le calcaire la paupière d'un vieux mammouth, et tiens, cette dépression de la roche, on y logerait une vache entière. Maintenant qu'ils sont persuadés que la terre porte en son sein un fabuleux bestiaire, ils vont procéder à une ingénieuse radiographie de la roche. Place aux artistes. À charge pour eux de retrouver et de démêler les traits de ce grouillement souterrain. C'est en ces mots que Jean Rouault raconte les peintures de la grotte de Lascaux. J'ai bien lu les textes d'André Leroy-Gourhan sur l'énigme de ces images dont on soupçonne qu'elles racontaient une histoire, un mythe, favorisaient un rituel. Mythologie et graphisme multidimensionnel sont d'ailleurs normalement coïncidents dans les sociétés primitives et si j'osais user du strict contenu des mots,
Je serais tenté d'équilibrer la mythologie qui est une construction pluridimensionnelle reposant sur le verbal par une mythographie qui en est le strict correspondant manuel. J'ai bien lu aussi les propositions que fait Georges Bataille dans Les larmes des roses dans La mort au fond du puits de la caverne de Lascaux. Il écrit notamment « Je retrouve, au plus profond de la caverne de Lascaux, le thème du péché originel, le thème de la légende biblique, la mort liée au péché, liée à l'exaltation sexuelle, à l'érotisme. Je sais la prudence de Jean-Claude et David Lewis Williams quand ils proposent une approche sensible de ces premières images, autour du chamanisme, de la transe et de la magie dans les grottes ornées. Mais Jean Rouault n'est-il pas aussi dans la recherche scientifique ? Si la science est cet effort de la compréhension, cet aveu de l'interprétation, la fiction finalement n'y participe-t-elle pas ? Plus loin donc que de la reconnaissance des pairs, l'écriture en recherche doit se libérer par moments de l'ordre du discours. L'exercice académique est salutaire, il impose la rigueur, rend habile, établit une démarche, offre des typologies, s'installe dans une ou des méthodologies. Il ne s'agit pas de blâmer cet apprentissage, mais de dire ses limites. À une étudiante qui me fait remarquer « Vous pouvez vous permettre cette liberté, vous êtes professeur », je réponds « J'attends de toute thèse la rigueur académique de sa démarche et la liberté prise en son sein. » 3. Et même quand j'affirme, j'interroge encore. L'écrivain accomplit une fonction, l'écrivant une activité, nous dit Roland Barthes. Ce n'est pas que l'écrivain soit une pure essence, il agit, mais son action est immanente à son objet, elle s'exerce paradoxalement sur son propre instrument, le langage. L'écrivain est celui qui travaille sa parole, fût-il inspiré, et s'absorbe fonctionnellement dans ce travail. L'écrivain est un homme qui absorbe radicalement le pourquoi du monde dans un comment écrire, et le miracle, si l'on peut dire, c'est que cette activité narcissique ne cesse de provoquer au long d'une littérature séculaire, une interrogation au monde. En s'enfermant dans le comment écrire, l'écrivain finit par retrouver la question ouverte par excellence, pourquoi le monde ? Quel est le sens des choses ? Alors, certains jours, les jours vrais, je suis persuadé que l'on ne peut être qu'écrivain. Que nul ne saurait s'abstraire de cet état, amoureux de la langue. Que personne ne peut écrire hors d'une pensée sur l'écriture, et que celle-ci en effet est constitutive de l'acte d'écrire. Aucun texte ne saurait éviter son écriture. Pire, il n'y a pas de texte qui ne puisse dire comment il se dit. On appelle cela le métalangage. Le langage sur le langage, l'écriture sur l'écriture, le mot sur le mot. Attention, cette idée n'a rien à voir avec une ontologie de la langue, un coucou s'appelle coucou parce qu'il fait coucou. Elle est même son contraire. Un mot se prend dans la saveur de la traduction du monde qu'il propose, dans l'arbitraire de son vocable, dans l'acte même de le choisir lui plutôt qu'un autre. Or le comment écrire ne dit pas voici le monde, il dit comment le monde. Il dit comment l'entendre, il dit comment le comprendre, comment le dire. C'est cela la littérature, nous disait Roland Barthes. De ce qu'il n'y a point de parallélisme entre le réel et le langage, les hommes ne prennent pas leur parti, et c'est ce refus peut-être aussi vieux que le langage lui-même qui produit dans un affairement incessant la littérature. Je ne résiste pas. Résister, ce mot je le choisis à citer cette autre définition, cette tricherie salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique qui permet d'entendre la langue hors pouvoir, dans la splendeur d'une révolution permanente du langage, je l'appelle pour ma part, littérature. Tout doux me direz-vous, nous sommes en thèse. Et vous donnez là des armes à ceux qui nous accusent de n'être pas scientifiques, et de faire justement, et là il faut serrer les dents et l'esprit pour prononcer ce mot de la littérature. Serrez les poings, la science s'écrit, elle n'est jamais tombée du ciel, et le monde s'il tourne, c'est dans nos mots. La Terre tourne autour du Soleil, la Terre tourne sur elle-même. Les savants ont pris ce risque et par des ignorants qui croyaient tout savoir, ils ont été condamnés à mort. Mais la Terre, je le redis, si elle tourne, c'est dans nos mots. Les écrivains, eux, sont des hommes transitifs. Ils posent une fin témoignée, expliquée, enseignée, dont la parole n'est qu'un moyen. Pour eux, la parole supporte un faire, elle ne le constitue pas. Voilà donc le langage ramené à la nature d'un instrument de communication, d'un véhicule de la pensée. Même si l'écrivain apporte quelque attention à l'écriture, ce soin n'est jamais ontologique, il n'est pas souci. L'écrivain considère que sa parole met fin à une ambiguïté du monde, institue une explication irréversible, même s'il l'admet provisoire, ou une information incontestable, même s'il se veut modeste enseignant,
Alors que pour l'écrivain, on l'a vu, c'est tout le contraire. Il sait bien que sa parole intransitive par choix et par labeur inaugure une ambiguïté, même si elle se donne pour péremptoire, qu'elle s'offre paradoxalement comme un silence monumental à déchiffrer, qu'elle ne peut avoir des apostrophes. Autre devise que le mot profond de Jacques Rigaud, et même quand j'affirme, j'interroge encore. L'écrivain ? Nous le sommes tous. Je dirais même que nous sommes dans une société qui accepte cet état d'anonymat de la langue, d'où le sujet s'absente. Anonymat de l'énoncé journalistique, de la langue de l'information donnée dans le professionnalisme, des codes de la neutralité, de l'objectivité. Anonymat de la langue politique, quand on entend les secrets de fabrication de la parole d'un candidat prise dans les stratégies de la communication. Anonymat des mots face aux images de nos langues vivantes audiovisuelles, où la phrase ajoute à la rhétorique du surgissement du réel télévisuel la caution de sa provenance sans auteur mais autoritaire. Anonymat paradoxal de ces livres qui s'écrivent dans les cadres de l'industrie culturelle, collection d'idées fabriquées dans les bureaux des politiques éditoriales, commandes financées sans pensée, sinon celles, arriérées, de la publicité et de ses promesses de profit. L'écrivain n'est plus puisque le monde que nous nous offrons chaque jour dans les écritures des médiacultures est donné tel quel, sans l'aveu des traductions qu'il induit. Ce réquisitoire n'est pas celui de la critique des médias, il n'appartient pas non plus à la rhétorique de la dénonciation des manipulations dont nous serions victimes. Il s'agit pour moi de quelque chose de plus grave. Nous avons abandonné l'écriture aux marchands. Nous avons accepté que son usage soit industrialisé. Aurions-nous oublié le sujet du langage ? Aurions-nous oublié les droits d'écrire hors la langue du pouvoir ? Je dis non 3 fois non, non, non. Je dis qu'il faut jouer avec les mots pour donner à la pensée celle de celui qui écrit et celle de celui qui lit, des doutes, des surprises. Verrait-on ici poindre de la vanité, qu'il faudrait immédiatement s'en défaire ? L'écrivain est un charlatan, et lui sait le dire. L'écrivain un exécutant qui ne dit pas toujours pour qui sa plume tranche, ni quelle blessure son exécution lui laisse. 4. L'écriture de soi. Tout rédacteur de thèse devrait méditer ces lignes de Paul Valéry. Je m'excuse de m'exposer ainsi devant vous, mais j'estime qu'il est plus utile de raconter ce qu'on a éprouvé que de simuler une connaissance indépendante de tout observateur. En vérité, il n'est pas de théorie qui ne soit un fragment soigneusement préparé de quelque autobiographie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.